C'est la deuxième fois qu'on est ici à la Bellevilloise. Et on a décidé, donc Nicolas et Philippe vous le disaient il y a quelques instants, on a décidé d'ouvrir cette nouvelle édition en donnant un angle très numérique à la radio. Alors, on ne va pas perdre plus de secondes ni de temps. Je vais vous demander d'accueillir Hervé Gotcho, qui préside le groupe radio et audio numérique à l'ARCOM. Il va être accompagné de Jean-Paul Philippot, qui est administrateur à la RTBF. Il y a Charles-Emmanuel Bon de Radio France, qui est le président de l'association Ensemble pour le DAB+. Philippe Zano, qui arrive de Suisse. Il préside les radios régionales romandes. Hervé, vous vous installez là où vous voulez. Pareil pour Charles-Emmanuel, Jean-Paul également. Philippe Zano, Christophe Schalk, le président du CIRTI. Vous connaissez le CIRTI, c'est le syndicat des radios indépendantes en France. Et puis Sylvain Delfaux, le nouveau président alors du SNRL. Vous savez que la présidence du SNRL s'est jouée il y a quelques semaines. Emmanuel Boutrin avait porté à bout de bras ce syndicat ces dernières années, on peut même dire ces dernières décennies. Il a laissé sa place à Sylvain. Et puis Marco Derighetti, qui est le directeur des opérations techniques, on va dire, Marco, à la SSR, donc en Suisse. On va parler du DAB+, et de sa mise en place, en particulier sur le territoire métropolitain, en s'inspirant de ce qui se fait chez nos plus proches voisins, la Belgique et bien entendu la Suisse. Mais d'abord, je donne la parole à Hervé Gotcho, parce que vous savez que l'ARCOM avait publié il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, un très intéressant livre blanc qui indique une direction, ensuite aux opérateurs de la suivre ou pas, mais en tous les cas, l'ARCOM promettait envisager une radio tout numérique à l'horizon 2033. Est-ce que, Hervé, c'est trop tôt, trop tard, ou est-ce que c'est la bonne date ? Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes. J'insiste bien sur le tout parce que avant de venir, j'avais posté sur les réseaux sociaux ma joie d'être avec vous ce soir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a fait assez justement remarquer que c'était une table ronde quand même qui était exclusivement masculine, alors qu'il y a tant de femmes dans la salle. On va dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et sur la totalité de la manifestation sur 2 jours où bien évidemment les femmes ont la parole. Mais voilà, je voulais porter le point et le partager avec vous tous et vous toutes. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, pour répondre à la question 2033, oui, c'est une date cible que nous avons dans le cadre du livre blanc proposé aux acteurs du secteur dont ils doivent s'emparer. C'est-à-dire que si on y arrive avant, c'est encore mieux. Si on arrive après, on y arrivera après. Mais on voulait que tout le monde partage ce curseur de 2033, sachant que de toute façon, c'est un peu une course contre la montre, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, le numérique et les usages numériques, et notamment pour la radio, progressent assez rapidement, que si on prend le linéaire, on est certes toujours dans une écoute à 80% en hertzien et à 20% en IP, mais on voit aussi que cette écoute en IP a progressé de 63% en 5 ans, ce qui est considérable. Et si rien n'est fait, on peut imaginer qu'un jour prochain, à moyen terme, l'écoute en IP, l'écoute sur Internet sera majoritaire, voire peut-être un jour exclusive. Et donc, l'enjeu derrière tout ça, c'est la souveraineté des éditeurs sur la diffusion hertzienne et sur la maîtrise de leurs moyens de diffusion et de distribution, pour ne pas aller se mettre entre les mains, on va dire, des GAFAM et de ceux qui peuvent peser sur leur visibilité, sur la maîtrise de la data, etc., etc. Et donc, quand on parle du passage au tout DAB, d'ici à 2033, ce qui est un des axes principaux du livre blanc de la radio, l'enjeu, il est bien celui-là, il est celui de la liberté d'entreprendre des radios. Donc 2033, ça fait moins de 10 ans. Il ne faut pas rester non plus totalement focus sur cette date ou sur cette cible. Il faut voir surtout tout le chemin, toute la voie que le livre blanc propose aux éditeurs et à tous les acteurs du secteur. Vous y avez été avec beaucoup de précautions, vous avez pris des pincettes notamment. Nous, on attendait une date de bascule quasi officielle. Vous n'avez pas voulu aller sur ce
terrain-là. Non. Alors d'abord, certains ont trouvé qu'on était quand même assez offensif et assez précis sur ce qu'on proposait, avec deux phases. Une phase qui a déjà commencé 2024-2027 pour préparer cette bascule au TOUDAB+, puis une phase 2028-2033 qui là va être vraiment dans l'opérationnel. Et puis on voudrait quand même sortir d'une idée qui a couru pendant des années parmi les acteurs du secteur, qui était que tout allait venir d'en haut. C'est-à-dire que c'était le régulateur ou les pouvoirs publics qui allaient décider, pas tout seul dans leur coin, mais un peu de manière unilatérale, qu'on allait mettre fin à la FM. Alors d'abord, non, ça ne viendra pas d'en haut et personne ne va prendre la décision seul. Le régulateur et les pouvoirs publics sont là pour accompagner ce mouvement qui appartient véritablement aux éditeurs. C'est eux qui doivent en être bénéficiaires et c'est eux qui, en plus de ça, doivent le financer. Donc c'est à eux de décider et nous, on est là pour les accompagner. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que le sujet, je le dis à chaque fois qu'on a ce type de débat, le sujet, ça n'est pas la fin de la bande FM. Le sujet, c'est le passage au TOUDAB+, dans l'intérêt des éditeurs. La fin de la bande FM, elle ira, on va dire, naturellement avec le passage au TOUDAB. Et puis, il n'est pas exclu que, in fine, comme c'est le cas en Norvège, qui est le pays réputé pour être passé au TOUDAB, il ne restera pas, ça et là, des poches FM, là où on n'aura pas trouvé de solution technique pour permettre aux éditeurs de passer au TOUDAB. Donc, il faut y aller en souplesse, il faut y aller de manière dynamique, il faut y aller surtout en co-construction avec l'ensemble des acteurs de la filière. Hervé Gottschall, oui ou non, 62,2%, c'est le taux de couverture en DAB au 31 décembre 2024, vrai ou faux ? Oui, alors c'est l'hypothèse, on va dire, la plus basse. On est toujours très prudent à l'ARCOM. On affiche vraiment les chiffres qui nous semblent les plus sûrs, en tout cas. On peut raisonnablement penser qu'on est plutôt dans les 65, voire au-delà de 65%. Okay. Et puis l'année 2025 va voir encore amorcer la phase 3 des multiplexes métropolitains. Il y a déjà l'appel DAB numéro 11 qui commence à être dans les tuyaux. Donc, ça va progresser très rapidement. Juste pour rappel, puisque vous le savez, je suis à la fin de mon mandat, quand je suis arrivé début 2019 au CSA, on était à peine 20% de couverture de population. Aujourd'hui, on est donc à peu près 65%. On voit tout le chemin qui a été parcouru. 500, 600 opérateurs aujourd'hui, grosso modo. Oui, c'est ça. Dernier chiffre, c'était 565. On est autour de ça. Donc, en tout cas, ça fait largement plus d'une radio sur deux aujourd'hui qui est sur le DAB+. Jean-Paul Philippot, vous êtes administrateur à la RTBF donc en Belgique. Où en est précisément le déploiement de la radio numérique terrestre là-bas chez vous ? Alors, nous, ça fait quelques années qu'on a démarré. On a démarré en 2018. Alors, j'insiste peut-être sur ce que vous venez de dire, Hervé. On l'a fait en co-construction. Et c'est pour nous une condition absolument nécessaire. On a commencé dès 2012-2013 par la création d'une plateforme commune, qui s'appelait tout simplement Maradio.be, c'est ça. Maradio.be, qui rassemblait dans une forme dont la philosophie est la coopérative, qui rassemble en fait tous les acteurs, publics, privés. Et c'est ensemble qu'on a construit à la fois l'offre, le marketing, avec en fait deux credos. D'abord, le credo de la radio. Alors, toute petite parenthèse, moi je dirige un groupe qui a des chaînes de télé et des chaînes de radio. Je sais que ça fait débat parfois, mais ça ne nous empêche pas d'investir dans la radio et dans l'audio massivement, toujours, parce qu'on est convaincu que ça continuera à faire pour beaucoup de temps encore partie d'une offre cohérente et intégrante. Donc ici, je salue votre initiative. Je pense qu'il faut la promouvoir, cette radio et l'audio, et ne pas croire que dans une espèce de chronologie des médias, on supprimera bientôt le papier et puis la radio. Non, on n'y croit absolument pas. Ça fait partie, et ça continue à faire partie d'une politique d'offre intégrée d'un média et d'un média public. Néanmoins, il y aura des doubles coûts à tout ça. C'est inhérent. Alors voilà, mais attendez, donc on crée peut-être que... Donc on crée en 2018, on lance le DAB+. On travaille en fait sur 3 axes et je pense qu'on doit continuer à y travailler. La couverture tout d'abord. Alors nous sommes, alors beaucoup plus petit pays, c'est plus facile de le couvrir, avec une couverture mobile
sur le principal voiture axe routier de 98% environ, et une couverture indoor de l'ordre de 85%. Vous êtes très en avance. Alors. On considère que ce n'est pas suffisant. Géographiquement, le pays est plus petit. Hein, alors, évidemment, attendez, complètement. Mais on a aussi un peu moins de moyens. Ça signifie qu'on a mis une grosse attention à cet investissement sur le réseau. On a beaucoup travaillé avec nos partenaires commerciaux sur l'offre, et donc on a largement enrichi l'offre de chaînes de radio. Et puis on a beaucoup travaillé sur le marketing. On a énormément investi, mis énormément d'espace sur nos antennes radio FM, sur nos antennes de télévision également, pour expliquer et puis vanter les qualités du DAB+. Que représente aujourd'hui, en termes de volume d'audience, par exemple, au sein de la RTBF, le volume d'audience dédié à la radio numérique hors IP? Alors uniquement sur le flux DAB, par exemple. Est-ce qu'on peut le chiffrer? Je crois qu'en France, c'est peanuts. Peut-être que Charles-Emmanuel Bon viendra confirmer ce qualificatif, mais en ce qui vous concerne chez vous. Et écoutez, chez nous, d'abord, on ne cultive pas de cacahuètes en Belgique. Hein, donc, mais donc, la part de marché, c'est environ 55% la FM, environ 20% le DAB+. Et le total de la radio numérique, c'est 45%. Alors, il y a alors tout ça, c'est tendanciel également. La FM diminue. Structurellement, la radio numérique augmente, et dans la radio numérique aujourd'hui, le DAB+ est la première source d'écoute de la radio numérique. On pense que 2025 sera l'année de bascule où l'audience de la radio numérique sera supérieure à l'audience de la FM. Et là-dedans, il y a un mix DAB+ en 1, IP en 2, et puis l'écoute de la radio sur le poste de téléviseur en 3. Okay. Et en pénétration, la FM, on est à 70% environ, donc le reach, le nombre d'auditeurs sur une durée définie. La radio numérique est à 70% aussi, et le DAB, il est entre 30 et 40%. Okay. À l'intérieur de ces 70% de la radio numérique. Donc on a une progression. Nous ne sommes pas encore à un moment où nous pouvons envisager une bascule. Mais je pense, voilà, on va laisser la parole à d'autres. Alors on va partir en Suisse avec Philippe Zanot, le patron des radios régionales romandes, et puis Marco prendra la parole dans quelques instants. Alors vous prenez votre temps en Suisse. Enfin, les radios privées prennent davantage de temps que le service public qui a coupé ses émetteurs il y a quelques jours. C'était le 31 décembre dernier. C'est une date, pour le coup, là, historique pour le secteur de la radiodiffusion suisse. J'imagine que tout s'est bien passé. On ne peut plus écouter les radios du service public en Suisse sur la modulation de fréquence. Je pense que c'est le sujet important du jour. Une expérience concrète après la Norvège par la SSR. Bon, au niveau de la Suisse romande, les choses sont extrêmement claires. 10% de l'audition radio aujourd'hui, ce sont des radios françaises. Et puis sur l'arc lémanique, on a cette tendance encore à écouter pas mal de chaînes françaises au niveau de la Suisse romande. Donc c'est une protection pour nous par rapport aux chaînes françaises qui restent en FM, mais la plupart arrivent aussi en DAB maintenant. Mais la question du DAB, elle est claire pour nous aussi. La FM est morte. Et je crois que... vous y allez comme ça, Franco. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 17% d'écoute FM en Suisse, 9%, 8% d'écoute exclusivement FM. Et donc, la part de marché du numérique, elle est très importante. Donc, l'avenir, c'est le DAB. Oui, l'avenir, c'est le DAB. D'abord, pourquoi le DAB? Pour des raisons de diversité. La FM, c'était une sorte de carteron. 22 programmes FM il y a 40 ans en Suisse romande. Aujourd'hui, combien de programmes en DAB+? 150. 150. Donc, alors que la presse meurt, entre guillemets, la radio se développe. Mais la part de marché des nouvelles petites radios sur le DAB+, reste microscopique et les radios historiques restent devant. Ce qui me semble extrêmement important pour le DAB+, et cela a été dit, c'est que nous voulons échapper aux gatekeepers, c'est-à-dire les grands réseaux téléphoniques. Comment vous les appelez, pardonnez-moi, les gatekeepers. D'accord, ok. J'ai appris quelque chose. Il y a un mot français pour cela, mais ça m'échappe. Et puis la deuxième grande raison, c'est la notion d'alarme. En Suisse, en France aussi, on a des montagnes, des avalanches, etc. Si on passe par les réseaux téléphoniques qui tombent assez réguliation en panne, il y a un risque. Avec le DAB+, on reste dans une diffusion indépendante, hertzienne, et on parvient, et ça a été prouvé à quelques reprises, continuer à diffuser alors que le réseau téléphonique est en panne. C'est ce qu'on appelle le système ASA, me semble-t-il. Hein, Oui.
Testé en Allemagne notamment. Hein. Oui. Ouais. Et puis, encore une fois, on a 42% d'écoute DAB+, en Suisse, un peu moins en Suisse romande. Ouais. On a 41% d'écoute Internet, donc une très grosse majorité. Ouais. Puis le taux de couverture, je crois que je vais laisser Marco De Righetti. Oui, alors Marco De Righetti, le 31 décembre dernier, vous avez switché, donc vous avez éteint vos émetteurs FM avec une petite larme à l'œil, ou alors vous êtes dit, bon, vive l'avenir, le DAB+, appartient donc à la radio de demain. Oui, donc ce n'était pas une décision facile, évidemment, parce que les privés se prennent un peu plus de temps, mais je crois fin 2026 pour les radios privées. Ouais. C'est, je pense, un pas important pour le service public, donner un signal dans un changement de technologie pareil. Et les prémices étaient là, donc on a un taux de couverture de 99,7% pour les foyers. Hein, donc, et on a, comme Philippe a dit, plus que 80% des gens de temps d'écoute radio digitale. Ouais. Et donc les prémices étaient là, et 10% d'utilisateurs qui utilisent seulement les FM, au moins de 10%. Donc les prémices étaient là pour faire ce pas. On a fait une campagne, et ces données-là sont avant la campagne. Hein. Donc maintenant, il y a eu une campagne de sensibilisation. Ce qui est intéressant est aussi les réactions du public. Après qu'on a éteint au 1er janvier, c'est pratiquement, elles sont restées identiques. Il n'y a pas eu une pointe énorme de gens qui ont réagi, qui n'ont pas compris. Donc je pense que la campagne est arrivée aux gens. Ouais. Ils ont compris qu'il y avait ce changement. Alors moi j'ai lu dans la presse alémanique notamment qu'il y avait eu quand même dans la première quinzaine du mois de janvier une baisse substantielle, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'audience. Certains évoquent, il y a des chiffres de Mediapulse qui ont fuité, me semble-t-il, une perte de 500 000 auditeurs, rien que sur cette première quinzaine du mois de janvier en Suisse. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Je ne peux pas encore confirmer les chiffres parce que là, on compare des données de 2 semaines, évidemment, par rapport à des données de 6 mois. Donc, on doit attendre... oui, là, on n'est plus sur des individus. Apparemment, on n'est plus sur du volume chez vous. On doit attendre un tout petit peu, quelques mois. Je pense que la première évaluation sérieuse qu'on puisse faire, c'est en avril. Et on regardera si les données sont comparables avec justement les données statistiques sur les 6 mois précédents. On a toute une méthode, disons, professionnelle pour prendre ces données qui est fait ensemble avec la branche. Et là, on ferait le bilan. Mais évidemment, on compte avec une baisse. Hein. Il y a plusieurs effets. Hein, donc, les gens ne changent pas simplement parce que nous, on dit qu'on va arrêter. Les gens ne changent pas nécessairement tout de suite parce qu'il y aura quand même encore des contenus sur les FM. Mais il y aura un peu l'effet, nous on le fait, en Suisse on dit le fait des pneus d'hiver, donc seulement quand il neige, on commence à penser à mettre les pneus d'hiver, et peut-être on ne les met même pas, hein, on attend encore, peut-être le printemps arrivera encore. Donc ces effets sont normaux, mais on compte évidemment qu'il y aura une reprise des données. D'accord, et en 10 secondes, qu'est-ce qui a motivé, encouragé, poussé la SSR à éteindre et plus encore à opter pour le DAB+? C'était parce que la qualité est bien meilleure que la FM? C'est parce que c'est moins énergivore, par exemple? C'est parce que la diffusion procure toujours cet anonymat quand on écoute tel ou tel programme? C'est pour quelle raison? Mais vous avez déjà listé quelques raisons. Il y a aussi une raison financière. On a maintenant, depuis 10 ans, pratiquement un double réseau de distribution. Et quand il y a seulement, disons, 20% de temps d'écoute qui est sur une technologie, peut-être c'est l'heure de penser aussi à l'argent public et faire ce pas. Puis il y a moins d'énergie aussi dans l'air. Hein, c'est un billet de combien que vous économisez chaque année, que vous pouvez économiser? La chiffre est officielle, donc je peux le dire. C'est un peu plus de 15 millions de francs par année. Ouais. Et on a éteint 650 émetteurs par rapport à 240 émetteurs que le DAB nécessite pour la même couverture, évidemment, parce qu'avant, chaque émetteur, un programme, hein, et maintenant, 16 programmes par émetteur. Donc, c'est un changement important. Ouais. Je note en même temps, c'est des chiffres intéressants. Ouais. Ok. On va passer la parole à Charles-Emmanuel Bon, qui est le président d'Ensemble pour le DAB+, qui donc a la charge de promouvoir cette technologie. Est-ce que ça vous inquiète le jour où il y aura une cassure dans les comportements d'usage, les habitudes de consommation du média, qui est une baisse notable du volume d'audience? Je ne suis pas sûr que ce soit une inquiétude. Ce que ça nous dit, c'est que pour
que faire la transition vers le DAB+, ça veut dire que ça s'organise, que ça se prépare et que ça ne se fait pas dans la précipitation. Et je pense que je reviens aux propos d'Hervé Gaucho. L'ARCOM propose justement une méthode pour éviter d'être dans la précipitation. C'est vrai que je pense que, voilà, enfin, en tant que Haut-Savoyard, je suis assez... Puis, marié à une Suissesse, en plus, je suis assez près des différentes votations. C'est vrai qu'il y a une pression financière qui s'est exercée sur le service public en Suisse, qui n'est certainement pas étrangère à l'accélération du calendrier. Et voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est que les éditeurs français investissent massivement dans le DAB+, c'est plus de 25 millions d'euros qui seront dépensés, notamment en frais de diffusion en 2025 sur le DAB+, donc c'est un effet absolument massif. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, il faut promouvoir, il faut avoir une méthode de transition. On ne fait pas ça pour le plaisir de dépenser de l'argent, on le fait parce qu'on pense que c'est une transition utile. Effectivement, écologiquement, ça a de l'intérêt, on aura moins d'émetteurs, ça aura effectivement un effet sur les coûts de diffusion, mais il ne faut pas le faire dans la précipitation. Et l'objectif n'est certainement pas de se dire on éteint à telle ou telle date, c'est comment est-ce qu'on prépare la transition de façon intelligente pour que ça soit le mieux possible pour les éditeurs radio. Et vraiment, l'objectif de l'association, c'est celui-là, c'est d'œuvrer pour une transition qui soit responsable vis-à-vis des éditeurs. C'est une association d'éditeurs, de gens qui aiment la radio et qui ont vocation à porter la radio le plus loin possible. Et ainsi, vous allez engager 3, 4, 5 campagnes durant cette année 2025, me semble-t-il, 5 nouvelles campagnes de promotion. Alors, on va engager des campagnes spécifiques, effectivement, de promotion à destination bien sûr des auditeurs, mais aussi travailler avec les distributeurs, avec les constructeurs automobiles. Et on a aussi beaucoup d'éditeurs qui, au-delà des campagnes que peut faire Ensemble pour le DAB+, de façon commune, travaillent tous les jours avec des promotions pour le DAB+, sur leurs antennes, que ce soit des radios locales, des radios nationales, des radios associatives. Vraiment, je pense que il ne faut pas se focaliser exclusivement sur ce que peut faire l'association, c'est aussi l'effet d'entraînement et l'effet pivot que va jouer cette association dans cette transition. Okay. Le président Schalk, vous avez chiffré, Christophe, le nombre de radios indépendantes aujourd'hui qui utilisent le DAB et donc qui sont forcément pieds et poings liés à cette double diffusion qui traîne des coûts que vous connaissez. Il y a combien de radios parmi vos membres qui diffusent aujourd'hui en DAB? Vous avez 160 membres? Alors on est exactement 176 radios fédérées au sein du CERTI. Ouais. Des radios différentes, c'est important de le rappeler, des radios de proximité qui couvrent des territoires attachés donc à la zone sur laquelle ils sont historiquement implantés, parfois depuis 40 ans. Et vous savez combien parmi ces 176 stations? 80% à peu près sont aujourd'hui sur le DAB+. Et la deuxième famille des radios confédères sont des radios thématiques, musicales, qui elles peuvent évidemment dans le DAB+, voir une opportunité quant à étendre, pas éteindre, lapsus non révélateur, leur zone de diffusion parce que moins attachée au territoire. Donc on a vraiment deux familles de radios confédères, c'est important de le rappeler. Question complexe mathématiquement, vous avez calculé la couverture sur le territoire métropolitain grâce à ces 80% des 176 radios qui sont en DAB? Non, parce qu'en fait, on est des gens assez pragmatiques et d'expérience. Je veux rappeler qu'il y a 10 ans, 11 ans même, les premiers acteurs avec certaines radios associatives à avoir cru dans le DAB+, et avoir investi dans le DAB+, c'était les radios de proximité. On est quand même en France dans un pays assez singulier où on nous a dit à nous, les opérateurs privés régionaux, en tout cas pas nationaux, essuyez les plâtres et quand ce sera fait, les grands acteurs vous rejoindront. C'est ce à quoi on assiste maintenant. Moi, je suis alsacien, donc je suis un peu entre la Bretagne, non justement pas, entre la Belgique et la Suisse. Et donc ces expériences. Donc vous écoutez les radios évidemment. J'y passe. En Allemagne aussi, l'expérience est encore différente. Je pense qu'en France, on ne va pas inventer grand-chose. Inspirons-nous déjà de ce qui a été fait ailleurs et évitons de tomber peut-être dans les mêmes travers que ceux que d'autres ont connus. On est vraiment sur un calendrier long. Charles-Emmanuel le rappelait tout à l'heure. Ça fait 11 ans qu'on a commencé cette expérimentation. La date de 2033, rappelée par l'ARCOM, est une date... c'est un rendez-vous qui nous permettra à ce moment-là de faire un état des lieux. Et alors, on prendra des décisions quant à peut-être un jour éteindre la FM, mais on n'en est pas là du tout aujourd'hui, je veux le redire. Trop long, trop cher aussi?
Évidemment, c'est cher, puisque certains de nos adhérents, depuis plus de 10 ans, payent la double diffusion. Nous, notre volonté vraiment, c'est de nous appuyer sur le livre blanc que l'ARCOM a produit en consultant beaucoup, avec encore une fois une vision pragmatique des choses. On adhère très largement à ce qui a été dit dans ce livre blanc, mais il ne faut pas que ça reste une lettre d'intention. Certains de nos adhérents, si on n'est pas capable dans les tout prochains mois de mettre en œuvre les premières mesures proposées par ce livre blanc, vont jeter l'éponge, vraiment, je le dis. Donc il faut qu'on soit très concret demain, et pour moi la première des choses à faire pour sauver la diffusion en région, c'est de retrouver la granularité que la FM a permise au fil des années. Aujourd'hui, le DAB+ couvre souvent des zones trop larges. Le modèle économique de nos stations en région, ce sont souvent des petits secteurs commerciaux exploités, juxtaposés les uns aux autres. Si le DAB+ demain raye tout ça d'un trait, c'est de nos modèles économiques qu'il s'agira. Donc voilà, entendons ça, retrouvons-nous autour de la table. Je pense qu'aujourd'hui, les process d'attribution des fréquences sont trop longs. Hervé le sait, on en a parlé souvent et vous l'avez écrit. Donc entendons encore une fois ce qui a été dit largement dans le livre blanc, mais mettons-le en œuvre. Si ça reste une lettre d'intention, encore une fois, on va voir des acteurs baisser les bras. Alors d'abord, on va rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'apparemment, Sylvain Delfaux, les radios associatives ont été les premières à monter sur le DAB, à essuyer les plâtres. Alors, moi, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le nombre de radios de catégorie A en France. Il y a combien ? 777, c'est ça ? Plus de 750, oui, exactement. Alors, sur les 750 radios de catégorie A, bon, c'est ce qu'on appelle les radios associatives, ok, on est d'accord. Combien aujourd'hui diffusent en DAB ? Donc, combien doivent supporter les coûts de double diffusion ? Eh bien, plus de 220 aujourd'hui, radios associatives sur le territoire. Christophe le disait à l'instant, on a aussi essuyé les plâtres depuis de nombreuses années. Moi, je me souviens, je suis en Bretagne, donc je ne suis pas en Belgique, mais en Bretagne. J'ai candidaté la première fois en 2009. Il y a eu un appel, c'était la RNT à l'époque, et j'ai mon dossier, toujours 2 candidatures, mais ça s'est arrêté. En fait, à l'époque, ça s'est arrêté. Et le SNRL, on parle du SNRL, là, on a fait des tests, même en DRM+, à l'époque, à Saint-Denis, parce qu'on y croit, nous, sur la tour Playel. Exactement. Quel est le moral des dirigeants de radios associatives ? Vous les sentez comment ? Ils sont intéressés par le DAB ? Ils veulent rester sur l'AFM ? Ou alors, une question que je ne vous ai pas posée, mais est-ce que le DAB, c'est pas le syndrome du magnétoscope ? C'est-à-dire ça ne va pas durer 2-3 décennies et ensuite sera supplanté finalement par le tout IP. C'est aussi une question intéressante. Alors, n'insultons pas l'avenir, on verra de toute façon. Mais c'est vrai que nous, quand on parle de promesses du numérique, là on parle du DAB+, mais on voit que là il y a le logo de Radio Player. Nous on croit aussi beaucoup en fait à la possibilité d'être sur le DAB+. On parlait tout à l'heure en Belgique que le numérique c'est pas que le DAB+. Donc nous les radios associatives, n'oublions pas qu'on s'est aussi créé à l'époque avec des gens qui avaient envie de parler, mais aussi des gens qui étaient fanas de technique en fait. Et donc voilà, on était là aussi parce que les gens se sont rencontrés. Il y avait des émetteurs pirates, là c'est la même chose en fait. Donc les gens dans les radios associatives ont envie vraiment d'aller sur le DAB+, aussi d'être sur les plateformes pour être diffusés, pour être écoutés, même si on reste des radios de proximité. Ouais, est-ce que cette technologie à terme bouleversera les zones ? Christophe le disait, c'est important ce que Christophe disait à l'instant sur les zones de diffusion historique de certains médias. Est-ce que cette technologie va se superposer précisément à la technologie FM, ou est-ce que ça débordera un peu à droite, à gauche, en haut, en bas, et donc ça risque un peu bouleverser le paysage radiophonique français, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça bouleverse, puisque de toute façon, il y a des zones où il n'y a pas aujourd'hui la possibilité d'avoir des multiplexes DAB. Je parle des plaques, essentiellement. Oui, exactement, mais il faut que ça bouge là-dessus. Je pense que Christophe le disait à l'instant, il faut peut-être aussi retrouver d'autres systèmes de diffusion pour avoir peut-être des plus petites plaques. En tout cas, il y a des radios associatives aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité d'être sur un multiplex, donc il va falloir qu'on le prenne en compte. C'est pour ça que nous, on ne milite pas pour un arrêt de la FM systématique, puisqu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit présent partout sur le territoire. On parle, là, on est ici à Paris, mais nous, on est aussi dans les territoires d'outre-mer, donc il faut penser à tous les territoires français, en métropole aussi. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire, et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à discuter comme on l'a toujours fait, et je pense que les radios associatives doivent être écoutées aussi dans ce sens-là. Mais il y a une envie de la part des opérateurs de catégorie A aujourd'hui à continuer cette aventure
numérique. Oui, totalement. On était pionniers et on continue à avoir envie de se développer. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'aller sur le DAB, d'aller sur Radio Player ou d'autres plateformes. On a envie de continuer à émettre, à partager nos idées. Et on est des radios de communauté, on est sur des territoires. Donc il ne faut pas oublier qu'on est le pluralisme, nous, aujourd'hui en France, sur des petites zones. Il faut continuer à défendre ça, je pense. Est-ce que vous pensez que l'auditeur lambda, c'est pas péjoratif, mais il est sensible au canal utilisé, à la technologie utilisée, ou très honnêtement, il s'en fout à partir du moment où le programme n'est pas ennuyeux, il est intéressant, que la qualité sonore est respectée. Oui, je pense que c'est enfin après au-delà de peut-être il y a on pourra, je sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais il y a peut-être aussi des meilleurs coûts de diffusion, enfin des meilleures qualités de diffusion en DAB. Il y a les données associées, on n'en a pas parlé. Peut-être qu'il y a des choses à faire là-dessus aussi, mais en tout cas peut-être que l'auditeur ou l'auditrice ne s'intéresse pas forcément au canal de diffusion. Ouais. Donc, mais par contre s'intéresse au contenu. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une vision aussi du contenu et c'est important. Ouais. Hervé, vous allez quitter votre poste de président dans quelques jours, le président du groupe Radio et Audio J'en suis Numérique. très triste. Mais écoutez, je pense que c'est un sentiment que beaucoup ici partagent. Je ne veux pas en faire trop, mais bon, je vous livre ma pensée, pour le coup, personnelle, même si c'est un peu un pléonasme. Bref, qu'est-ce que vous allez laisser et qu'est-ce que vous espérez finalement ? Parce que on sait ce qu'on a eu, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Allez savoir, peut-être que la stratégie du prochain président du groupe Radio et Audio Numérique ne fera pas forcément, il ou elle ne fera pas forcément une fixette sur le DAB+. Hein. En général, quand on dirige le groupe de travail radio et audio numérique à l'ARCOM, on est quand même très très tourné vers le DAB+. Ça a été mon cas. Avant moi, Nicolas Curien, qui était également très tourné vers le DAB+. Donc, c'est vrai que c'est pas la seule chose qui nous occupe, parce que moi, j'ai été très orienté vers l'économie du secteur, mais les deux sont intimement liés. Ce que je vais laisser, j'espère que je vais laisser effectivement une feuille de route et un projet avec le livre blanc, de la radio. Je voulais d'ailleurs revenir sur un ou deux points que j'ai entendus et auxquels j'adhère pleinement. Enfin, on a très souvent échangé tous les quatre sur ce sujet. D'abord, un dernier point. Non, les auditeurs s'en fichent pas du tout de ce qu'ils écoutent. Ils sont très attachés d'abord à la qualité du son. Le DAB+ est en train de se déployer à La Réunion. Vous voulez que je vous parle de ma femme ? Les auditeurs réagissent énormément. Moi, je vous parlerai de la mienne parce qu'elle s'est équipée DAB et depuis, elle réécoute la radio. La mienne ce qu'elle ne faisait plus depuis des années. La mienne ne sait même pas qu'elle écoute un programme en DAB. Parce qu'il y a un son de qualité. Les gens sont très attachés notamment à l'écoute en mobilité de manière hertzienne, c'est-à-dire dans les véhicules. Ça représente quand même 40% de l'audience des radios. Donc, il faut être très vigilant sur ce sujet. Sur le découpage des allotissements pour le rendre, on va dire, similaire à celui de la FM, c'est effectivement un point qu'on a soulevé dans le livre blanc de la radio. On a été très à l'écoute des éditeurs sur le sujet. Ça nous paraît effectivement un point particulièrement important et très étayé. Sur la longueur, parfois la complexité des appels à candidature et des attributions des fréquences, on pense qu'il y a des points sur lesquels on peut gagner en souplesse, notamment quand certains éditeurs veulent switcher d'un allotissement à un autre dans la même zone. Ça fait partie des choses qu'on explore et qui sont exprimées dans le livre blanc. Enfin, deux derniers points qui me paraissent importants. Je parlais tout à l'heure de la nécessaire dynamique et de ne pas de pas se précipiter, mais en revanche de ne pas s'attarder non plus trop longtemps sur cette transition vers le DAB+. L'histoire de la double diffusion plaide en ce sens-là, parce que on ne peut pas imaginer que la totalité du secteur composé de beaucoup de petites structures va pouvoir assumer pendant très longtemps le fait d'avoir des doubles diffusions FM DAB+. Et si on s'arrête trop sur la double diffusion, le risque c'est qu'à l'arrivée, il y ait une sorte d'éviction du marché de la part des radios qui ne pourront plus assumer ces doubles coûts de diffusion au profit des plus grandes radios qui, elles, pourront toujours continuer de le faire. Donc, au nom du pluralisme, qui est l'une des missions principales de l'ARCOM, et particulièrement en radio, il nous paraît important que tout le monde soit à égalité avec des coûts de diffusion qui soient supportables par la totalité du secteur. Et puis, dernier point, on a tous parlé, et on en a l'exemple chez nos voisins belges et suisses, de co-construction.
moi, je suis allé plusieurs fois en Belgique. On s'est beaucoup rencontrés, notamment avec les acteurs de maradio.be. Et c'est la même chose en Suisse. C'est pour ça que moi, j'appelle de mes voeux, et l'ARCOM appelle de ses voeux, la création d'un comité de pilotage qui devrait être abrité, me semble-t-il, au sein de Ensemble pour le DAB+, avec une table autour de laquelle on va retrouver les éditeurs, bien évidemment, tous les éditeurs de toutes les catégories, pas seulement les plus grands, absolument tous, et notamment les radios associatives, le service public, le régulateur, mais aussi les diffuseurs, les constructeurs et les distributeurs dont on parle peu, mais pour l'équipement, c'est absolument fondamental qu'ils soient associés aux démarches qui sont faites pour le déploiement du DAB+, et puis bien sûr les pouvoirs publics qui vont aussi devoir prendre leur part quant à cette transition technologique, et ça aussi on en parle beaucoup dans le livre blanc de la radio. Monsieur Philippot, quelles leçons la Belgique peut-elle offrir à la France de votre riche et déjà relativement ancienne expérience dans cette technologie-là? Quels conseils vous donneriez aux opérateurs, aux régulateurs? Profitez-en, il est encore au sein de l'ARCOM pendant quelques jours. Écoutez, aucune leçon. Tout d'abord, je crois qu'on doit être à la fois humble et pragmatique. La situation française n'est pas la situation suisse, n'est pas la situation norvégienne, n'est pas la situation belge. Maintenant, on peut partager des erreurs et on peut partager des expériences. En avez-vous fait des erreurs en Belgique? Mais écoutez, on en fait tout le temps. Moi, je pense que... alors, si je dois faire des erreurs ou plutôt des éléments qu'il faut poser au centre... il y en a plusieurs. Le premier, c'est un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas savoir si c'est la FM ou le DAB+, c'est de savoir si on aura dans 10 ans une diffusion broadcast ou uniquement une diffusion non linéaire. Ça, c'est posé. Je partage avec vous, Philippe, le fait que je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus d'FM, très peu de FM. Mais donc, ça, c'est un débat qui est un débat profond. C'est un débat qui est un débat économique. Alors, dans l'enjeu de l'arrêt de la FM, on regarde effectivement les impacts économiques à court terme. Il y en a deux, la double diffusion, vous en avez parlé, et puis vous en avez parlé aussi, l'audience qui peut chuter, donc des revenus publicitaires qui peuvent chuter. Ok, ça c'est court terme. Je partage avec vous le fait qu'à moyen terme, on va récupérer le public, ou que le public il ira sur le non-linéaire. Qu'est-ce qui se passe derrière le non-linéaire versus le linéaire? Je regardais en venant, Spotify, 13 milliards et demi de chiffre d'affaires. On parle d'un chiffre d'affaires en France entre les subventions publiques et la publicité d'1,5 milliard environ. On est dans un rapport de 1 à 9. Quand je regarde les chiffres que Spotify déclare en France, ils sont d'une 50aine de millions. On est dans un rapport de 1 à 50. En fait, l'enjeu économique, c'est de savoir si les acteurs, à savoir les auteurs, les autrices et les industriels de la radio et de l'audio locaux vivront encore dans 10 ou dans 15 ans. Ça, c'est un débat, à mon avis, qui est un peu plus profond et qui transcende. Là, par rapport alors à l'enseignement, je pense qu'on doit aller de manière très déterminée. Alors, d'une part, il y a la co-création, certainement, mais d'autre part, se rappeler pourquoi on agit et le faire avec un rythme qui est un rythme qui emporte à un moment donné un peu de prise de risque. Qui a sauté en parachute, c'est qu'au moment où on saute, on a une petite appréhension, même si on a plié soi-même son parachute et qu'on se dit que statistiquement, c'est plus safe que de prendre sa voiture. Et donc, ce moment-là, on doit l'assumer collectivement. D'où cette forme de co-construction et aussi cette forme de co-construction avec les annonceurs publicitaires, avec le secteur économique local, qui a également un intérêt à le faire. Et puis, troisième chose, n'oublions pas qu'on parle d'une technique versus une autre technique. Le futur, il est dans le contenu, vous le disiez. Et je pense que nous avons à apprendre, et nous, on ne l'a pas appris assez vite. Et là, on prend des enseignements en France, notamment en Radio France, qu'on connaît évidemment mieux. C'est de gérer l'offre radio et de l'offre audio, le linéaire et le non-linéaire, la chaîne de radio et le podcast, de manière beaucoup plus intégrée, de manière beaucoup plus prospective. Parce que ce qui fera la différence in fine,
c'est la qualité du contenu, l'attachement du contenu, l'ancrage local, l'ancrage culturel, l'interactivité. Vous avez raison d'aborder cette notion de contenu. On n'a pas parlé. Cette notion, elle est cardinale, et il faut se dire que le DAB+, et nos plateformes non linéaires, ensemble, c'est une formidable opportunité pour enrichir le contenu, resserrer le contact avec le public, raconter les histoires de nos cultures et de nos patrimoines, cultiver notre pluralité, et c'est là qu'on fera la différence. Absolument, ouais, c'est ça. En Suisse, quelles leçons, quels conseils vous donneriez aux opérateurs français de ne pas se presser ? Oui, absolument. Nous nous sommes fixés toute une série d'objectifs au cours des 11 dernières années. Des objectifs numériques qu'on avait dit une fois 67%. Une fois qu'on est à 67% numérique, on arrête la FM. Aujourd'hui, on est à 83%. Et puis, les privés n'arrêtent toujours pas. On attend 2 ans. Donc, il faut être souple. Je crois que c'est une chose à retenir. Fixer une date, c'est très bien. Nous l'avons reporté 2 ou 3 fois. Donc, ça montre que... Il faut peut-être privilégier la discussion, les échanges. Le processus, souplesse, échange. Il se fait que Marc-Odéric et moi avons présidé, moi il y a quelques années, toi maintenant, le groupe Digimig, Digital Migration en français. Et c'est très important, nous nous retrouvons 5-6 fois par année depuis 10 ans, 12 ans pour essayer de piloter cette migration. Donc ça n'est pas simple, c'est émotionnel. Il y a un aspect aussi historique. La FM, c'est comme les locomotives à vapeur, on aime ça. Oui, c'était l'expression que vous aviez utilisée, et c'est une expression que vous aviez utilisée dans le magazine, je me souviens, il y a quelques semaines, qui avait fait beaucoup parler. Vous avez dit, la FM, c'est la locomotive à vapeur. Et beaucoup avaient dit, c'est joli finalement, une locomotive à vapeur. C'est magnifique, c'est splendide, ça fait un bruit exceptionnel, une fumée remarquable. Ouais, mais c'est pas le TGV, c'est ça. Non, voilà, gentiment, il faut s'y mettre. Et je crois que les avantages sont connus. Donner un peu de temps au temps. Pour les radios commerciales, on ne peut pas se priver du jour au lendemain de 10, 15, 20% de notre population, des gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des conséquences directes sur les chiffres d'affaires. Ce qui est moins le cas du service public. Je crois que les revenus ne changent pas beaucoup s'il y a une perte d'auditoire. Mais on y va. Mes propos sont peut-être un peu brutaux quand je dis que la FM est morte et puis que c'est une locomotive à vapeur. Mais ça le mérite, on s'en souvient. Voilà. Donc, l'intérêt de ce genre d'expression. Exactement. Mais il ne faut pas retenir que cela. Il y a un processus, il y a un avenir. Nous devons faire des économies dans la double diffusion, c'est évident. Et puis, retenir aussi une idée, c'est-à-dire de réseaux nationaux, SSR, de réseaux régionaux, comme celui des radios régionales. Peu plus petit que la région. Il y a un réseau d'Abcom en Suisse, peut-être que vous le connaissez. Et puis les réseaux d'Igris, avec un émetteur, sur Genève notamment. Et ça implique qu'une radio peut se satisfaire d'un seul émetteur. Donc, Marco, de la souplesse. Merci Philippe. Marco, vous avez 2-3 conseils à donner à vos collègues du service public en France, Radio France ? Alors, j'en ai seulement peut-être 2, mais je suis d'accord, on ne doit jamais donner des conseils parce que chacun a des situations. Mais travailler ensemble, parce que je crois que la meilleure chose, travailler ensemble et surtout, cette transformation ne va pas de soi. On doit aussi informer la population, informer nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il est en train d'arriver? Quels sont les avantages du digital, du DAB? Et qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme expérience? Et moi, je suis un peu plus optimiste. Je l'avais dit aussi avant. Je pense que dans 10 ans, on doit aussi parler bien de la radio, du linéaire, de la surprise, du partage du live. Au fond, moi, j'observe quand même que les gens sont encore très, très liés à cette partie de la radio qui est l'âme de la radio. Après, ils vont réécouter des choses qui ont été très bien, mais c'est des choses très souvent spontanées, des gens qui spontanément font des bons gags, des bonnes histoires, et qui racontent et qui on partage dans le même temps, dans des lieux différents. Et je crois que là, c'est une valeur adjointe de la radio qui restera aussi dans le futur. Donc, je suis très optimiste que dans 20 ans, on parlera encore du DAB, on parlera aussi de la radio linéaire, je suis sûr de ça. Mais c'est d'abord à nous opérateurs, de le faire de manière intéressante. Et pas de faire en sorte que, maintenant je dis, l'intelligence artificielle nous fait un programme radio live personnalisé. Là, le partage va être fini. Là, la spontanéité, l'humanité va être finie. Mais probablement, il y aura aussi ce phénomène qui arrivera.
Et c'est à nous de le faire, de faire devenir nos programmes les plus intéressants. On en revient finalement toujours aux fondamentaux de la radio, hein, quelle que soit la technologie, quel que soit le canal utilisé. Charles-Emmanuel Bon, vous restez optimiste et pour cause. Vous allez lancer quelques campagnes cette année pour promouvoir le DAB. Oui, je reste optimiste. Alors, évidemment, sans paraphraser le général de Gaulle et la splendeur des équipages et la douceur des lampes à huile, l'AFM continue de très bien fonctionner et je pense qu'il faut s'appuyer dessus. Jean-Paul parlait d'une double souveraineté qui est une souveraineté technologique mais aussi une souveraineté de contenu. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que la radio, effectivement, elle raconte des histoires d'ici, des histoires françaises et que c'est très important pour nous d'assumer qu'elle doit avoir une part de souveraineté et que c'est vraiment le sens de cette transition, c'est de pouvoir conserver cette souveraineté et la dimension broadcast en est un des angles principaux. Donc c'est vraiment important pour nous de continuer dans ce chemin. Il n'est pas évident, effectivement on prend les conseils, on regarde ce qui se passe. En tout cas on a beaucoup d'exemples qui nous inspirent et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'il y a un chemin qui est tracé et qu'il faut avancer dessus. Merci pour cet éclairage précieux. Christophe, merci beaucoup. On a senti tout de même, je ne vais pas dire votre inquiétude, mais vous êtes relativement aussi présent sur une certaine méfiance. Vous avancez, mais prudence quand même sur les technologies qui émergent vite. Mais il y a un rapport au temps qui s'impose forcément aux entrepreneurs que sont les adhérents du syndicat. Donc voilà. On assume la schizophrénie qui consiste à dire à un moment n'arrêtons pas la FM, mais en même temps supportons des doubles coups de diffusion. On va patienter encore. Mais il faut qu'il y ait des choses concrètes qui émergent maintenant. Les solutions théoriques, on les connaît. Ouais. Mettons-les en œuvre. Pour rebondir simplement sur ce qui s'est dit tout à l'heure de la part des intervenants précédents, on voit bien que la radio elle a une croisée des chemins dans tous les domaines. Sur le plan technologique, c'est ce qui nous amène ce matin à parler du DAB+. Mais en termes de contenu, j'ai peur que la radio des années 80, ce soit le TikTok d'aujourd'hui et que si on n'est pas, nous, en termes de contenu, capable d'aller séduire la jeunesse, on peut imaginer tous les DAB+, qu'on veut pour demain, ça ne servira à pas grand-chose. Donc, attelons-nous à rendre la radio vivante. Je rejoins ce que vous disiez, si c'est l'IA demain qui gouverne, franchement, on va s'emmerder, quoi. Donc, voilà, retrouvons, continuons à vivre en radio, à être impertinent, à rire grâce à nous. Ouais. C'est pas la machine qui va le faire à notre place. Et puis après, on verra quels sont les canaux qu'on exploitera. Et je pense que ta femme a raison de ne pas se soucier de savoir si c'est en FM ou en DAB+, qu'elle écoute le programme qu'elle écoute. Ce qui est important, c'est qu'elle arrive jusqu'à elle, quoi. Ouais, et que la radio continue à être souveraine dans sa diffusion. Il faut que nous ne dépendions de personne. Ouais. Et l'intermédiation, on n'en veut pas. Donc, on veut continuer à émettre avec nos propres moyens. Je vais aller en Suisse, d'ailleurs, acheter des émetteurs d'occasion, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait 600 sur le marché. Donc, on va continuer à se déployer par ce biais-là. Excellent. Merci Christophe. Sylvain, juste un mot de conclusion sur cette thématique du DAB+. On a dit que les radios étaient confiantes, les radios de catégorie A le sont, mais jusqu'à quand? Regardez les B qui veulent bien continuer à doubler cette diffusion, mais bon, il ne faut pas non plus que ça tarde trop, hein. Oui, il ne faut pas que ça tarde trop, mais c'est vrai que sur le contenu, je crois que j'ai lu dernièrement que pendant longtemps on a dit que la télé allait mourir. Je crois que dernièrement les audiences chez les jeunes sont remontées grâce aux JO, grâce aux élections. Donc ça veut dire que quand on propose du contenu, ça rebondit sur tout ce qui s'est dit. Si on propose du contenu qui a été, enfin, faut pas oublier, on parlait d'intelligence artificielle, quand on écoute la radio, en fait, on se laisse porter par des gens qui ont travaillé un sujet et puis qui nous proposent quelque chose. C'est pas l'algorithme qui nous propose quelque chose dont on connaît déjà la réponse. Et donc je pense qu'il faut continuer à défendre ce projet de vie, ce projet de société, parce que je pense que oui, on a parlé de souveraineté, je pense que ça c'est important pour la suite. Et en tout cas, nous on est confiants, on est méfiants dans le sens où il va falloir qu'on supporte encore les coûts de double diffusion, il va falloir qu'on soit vigilant pour que toutes les plaques, toutes les radios associatives puissent aller sur le DAB, mais on est confiant dans l'avenir de toute façon. Merci Sylvain, merci pour votre travail que vous faites en région. Et puis félicitations alors, parce que vous avez été élu récemment, il y a 2-3 mois, au congrès de Louviers. C'est en Normandie. En Normandie, on est sur les territoires, on l'a dit, on n'est pas qu'à Paris, on est essentiellement sur les territoires. Donc c'est important d'aller vraiment voir nos adhérents, où ils vivent, où ils travaillent, et donc dans des zones périurbaines, dans des zones rurales, et puis aussi de temps en temps en ville. Bon, bravo, félicitations pour cette élection. Merci Sylvain. Merci Christophe, Charles-Emmanuel, merci beaucoup. Jean-Paul, merci. Marco, merci.
Philippe, merci. J'en ai oublié un, mais je l'ai fait exprès. Donc applaudissements pour toutes ces personnes qui œuvrent, en quelque sorte, pour l'avenir de la radio.